Donc je vais vous parler un peu de la blockchain. Alors la blockchain, c'est pas une technologie, c'est plutôt un agrégat de technologie. Et on verra pour la suite que ce qui est important de comprendre, c'est que cet agrégat de technologie est basé sur un ensemble de concepts qui sont bien éprouvés, qui ont déjà bien été testés, qui ont plusieurs dizaines d'années, comme la preuve de travail, le cryptage RSA et compagnie. Donc la question sur la blockchain qui va se poser, ça va être sa fiabilité et tout ça. C'est un agrégat de technologies qui ont déjà fait leur preuve. Alors, si vous avez entendu parler de la blockchain une fois dans votre vie, vous avez sûrement entendu parler un peu de tout ça, n'importe comment, de Bitcoin, de crypto-monnaie, de Proof of Work, Proof of Stake, Ethereum, de cryptage, The DAO, si vous suivez les faits divers autour de la blockchain. L'idée de ce contrat, le contrat qu'on va passer ce soir, c'est que quand vous allez sortir de là, l'idée c'est que vous compreniez à peu près un peu mieux ce que c'est que la blockchain et que vous puissiez imaginer des produits autour de la blockchain. Alors, la question sur la maturité, elle est assez importante parce que c'est une techno, enfin une technologie qui est quand même assez jeune, qui a que quelques années. On voit que la littérature est encore très technique et dans son contenu, c'est surtout de la justification de la technologie. On va vous dire, bah oui, vous pouvez avoir confiance dans la blockchain parce que c'est basé sur ce type de techno, parce que vous voyez que ça marche bien, parce que l'algorithme c'est celui-là, et ainsi de suite. On a un gros dynamisme, un fort dynamisme autour de la blockchain. On a toujours tous les jours il y a des blockchains qui arrivent, soit des nouveaux moteurs de blockchain, soit des blockchains basés sur des moteurs déjà existants. Vous avez des crypto-monnaies qui sont créées tous les jours. Enfin voilà, ça c'est typique vraiment des technologies assez immatures. Le marché n'a pas encore nettoyé, n'a pas encore appliqué sa sélection naturelle. Et la documentation est encore souvent hermétique. Si vous voulez aujourd'hui développer un projet dans la blockchain ou dans une blockchain, vous allez devoir vous accrocher un peu. C'est pas sexy du tout. On voit bien que les développeurs ont plutôt passé du temps à faire de la doc plutôt qu'à s'occuper du design de la doc ou de bien expliquer certaines choses pour que tout le monde comprenne. C'est vraiment assez hermétique encore. Ensuite, pour toutes les interventions non techniques, pas toutes, mais pour certains experts télévisuels, la blockchain, c'est génial, évidemment ça va tout guérir. D'ailleurs, on a des cas de cancer qui sont résolus par blockchain. Et je crois d'ailleurs que Irma se serait arrêtée quand elle a vu une blockchain. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. On va essayer de revenir un peu à la réalité en se basant sur une définition claire. Alors la définition claire, si je devais comparer la blockchain à un outil, je vais la comparer à un marteau. Si je vous dis un marteau, de quoi il est fait, c'est un manche en bois et puis une tête en métal. Ça vous avance pas beaucoup. Comment on s'en sert? Je le mets dans ma main et je tape. Bon, là, on est plutôt dans un axe technologique, plutôt basique. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est comment on s'en sert, enfin, à quoi il sert ce marteau. Il sert à enfoncer un clou. Ça commence à vous aider un peu. Et à quoi il sert dans la société? Il sert à construire ou à détruire. On va faire la même chose avec cet axe de présentation, avec la blockchain, puisque c'est un outil, on va le définir de cette manière-là. Donc par deux axes technologiques, de quoi il est fait et comment on s'en sert à peu près. Évidemment, si je devais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, j'en ai pour 1 heure ou 2, peut-être même 3 si vous voulez poser des questions. Donc on va faire simple, on va vraiment partir sur le basique de la technologie, les fondamentaux, et ensuite on va passer à des exemples sur l'économie et la société, pour que vous compreniez vraiment comment on s'en sert et pourquoi c'est un peu révolutionnaire quand même. Alors l'axe technologique, si on veut faire simple, une blockchain c'est une base de données distribuée. Donc là j'ai une base de données, elle est installée sur un serveur standalone, tout le monde sait ici ce que c'est qu'une base de données, parce que je crois que j'ai beaucoup de techniciens. Au fond de la salle, je n'ai pas eu d'informations, mais j'entends pas. Donc je peux, dedans, je peux m'y connecter, je peux ajouter des données, et je peux requêter, c'est-à-dire interroger la base de données pour qu'elle me donne des informations, et j'ai plein d'informations. Là, j'ai quoi? J'ai 2 bases de données, bravo Pierre-Emmanuel. Donc là, j'y croyais pas trop. Je pensais qu'à ce moment-là, j'avais déjà perdu tout le monde. Donc on va peut-être pouvoir comprendre la totalité de la présentation. Donc on a bien 2 bases de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait si on relie ces 2 bases. Je ne les relie pas dans le sens de la réplication. C'est pas un master-slave et je peux écrire sur le master et puis je peux faire toutes les requêtes sur le slave. Ça c'est connu, il n'y a pas de complications, c'est simple.
Là, j'ai envie de faire une base de données répliquée, distribuée, donc, et ouverte. Donc là, tout le monde peut se connecter dessus, il n'y a pas de login, pas de mot de passe. Je peux ajouter n'importe quel type de données, je peux écrire dessus. Je peux requêter facilement. Il n'y a aucun frein à l'utilisation. C'est vraiment une base complètement distribuée et complètement ouverte. En plus de ça, tous les serveurs de la base doivent avoir, à un moment donné, à peu près, hein, je fais vraiment simple, hein, ils doivent avoir tous les mêmes données qui ont été validées. Donc là, je vais avoir la même problématique qu'une base de données normale. Hein, la question de m'y connecter, je viens de dire que c'était ouvert, donc là, c'est vraiment pas très compliqué. Hein, tout le monde peut y aller du moment qu'il y a une adresse IP et un port. C'est un serveur de base, hein, une blockchain. Et je vais pouvoir l'interroger, donc faire des requêtes sur le serveur de blockchain. Et la question, c'est comment je fais pour ajouter des données, puisque tout le monde peut faire n'importe quoi. En gros, c'est un serveur de fichiers où tout le monde fait n'importe quoi et ça sert à rien. Donc, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est sa structure et son algorithme, son protocole de partage d'informations. Pratiquement tout est là. Alors évidemment, on va partir sur une chaîne de blocs. Pas simplement parce que ça veut dire blockchain en anglais. Je vais prendre une chaîne de blocs parce qu'en fait, je vais stocker les éléments dans des blocs au lieu de les stocker dans des tables. Ce qui change, c'est que mes blocs, ils vont être partagés par tous les nœuds du système. Tous les nœuds du système, il faut imaginer un graphe un peu comme un système peer-to-peer, parce qu'une blockchain, c'est un système peer-to-peer. Donc chaque serveur possède une copie de la base complète. Et un bloc, il va contenir des faits. Je vous expliquerai juste après pourquoi je n'utilise pas le mot de données, mais des faits. Chaque bloc va contenir des faits. Quand j'ajoute un fait, il est ajouté dans une file d'attente. On est bon là-dessus ou pas? Toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 10 secondes, peu importe, je vais créer un bloc dont les faits vont être issus de la file d'attente. Et je vais essayer de l'ajouter à ma base. Je vais essayer de l'ajouter dans la chaîne. Sur quoi je peux me baser pour valider ce bloc? Puisque tout le monde peut faire n'importe quoi. Comment je peux accepter une donnée dans ma blockchain? Sachant que j'ai aucun renseignement sur ce qu'est cette donnée, ce fait, j'ai aucun renseignement sur quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même 2-3 petites choses, hein, sinon ça devient n'importe quoi. Donc on va pouvoir se baser sur sa structure. Le bloc, on va pouvoir regarder ce qu'il contient, et on va pouvoir l'analyser. Enfin, on va regarder à quoi il ressemble. Le bloc, il a un identifiant. Il a l'identifiant de son prédécesseur. Il est dans une chaîne, hein, donc j'ai forcément un prédécesseur. J'ai une quantité de travail pour le produire. Je vais vous demander de me croire sur parole parce que là, ça c'est le chapitre, c'est la proof of work, et il y en a pour 3/4 d'heure d'explication. Et un ensemble de faits. Si j'ai pas de faits, c'est pas la peine de faire un bloc. Alors je vais regarder, je vais étudier chaque information pour regarder si elle est cohérente. Donc l'ID du prédécesseur, je vais regarder s'il existe dans la chaîne. Il pourrait ne pas exister dans la chaîne. Ça n'a pas d'importance. Le protocole prévoit que si le bloc n'existe pas dans la chaîne, le bloc prédécesseur n'existe pas dans ma chaîne, dans ce cas-là, je vais avoir une politique d'action qui va permettre de résoudre ce souci. Sachant qu'on n'est pas forcément un et que c'est un cas très courant. Ensuite, s'il existe dans ma chaîne, il y a deux possibilités. Soit il est l'extrémité de ma chaîne, donc c'est le dernier bloc de la chaîne actuelle, soit c'est un bloc avant. Ça pourrait être le premier bloc de la blockchain, qui s'appelle toujours la Genesis, soit un bloc suivant. Donc là, j'avais 3 blocs, je pourrais très bien, mon prédécesseur, ça pourrait être le deuxième, alors que j'ai déjà un 3e bloc. Ça, j'ai encore une politique d'action qui permet de gérer ce type de cas. Je vais parler uniquement du cas dans lequel on est on va dire le plus souvent, ça ne veut rien dire, mais le cas droit, on peut dire. Donc j'ajoute un bloc à l'extrémité de ma chaîne. N'allons pas aussi vite, on n'a pas encore parlé des faits qu'il contient. Encore faut-il que les faits soient corrects. Alors pour chaque fait, on va vérifier qu'il n'est pas déjà présent dans la base, dans la blockchain. Donc dans tous les blocs prédécesseurs, pas dans la liste des faits à valider. Évidemment, un fait doit être unique, mais il doit être unique dans tous les blocs prédécesseurs. On va vérifier la signature, la clé publique et la clé privée. En fait, le cryptage du fait. Chaque utilisateur qui veut ajouter un fait dans la blockchain est muni d'une clé publique et d'une clé privée.
Donc sa clé privée, évidemment, elle est complètement secrète, on n'en parle pas, enfin tout le monde connaît à peu près l'algorithme RSA, c'est le même principe. On a une clé privée qui n'est divulguée à absolument personne, et on a une clé publique qui est inscrite sur votre boîte aux lettres, quoi. Tout le monde peut la lire, c'est pas un problème. Et quand vous allez ajouter un fait dans la blockchain, je vais ajouter un hash, un cryptage de mon message, de mon fait, et n'importe qui pourra utiliser ma clé publique pour décrypter ce message. Là, c'est le cryptage dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le cryptage soit pour garder un secret, donc je vous envoie un message secret, je vais utiliser ce type d'algorithme dit asymétrique, soit je vais utiliser ce type d'algorithme pour assurer l'authenticité d'un message. Donc je vais authentifier quelqu'un. Je suis sûr que si j'envoie ce fait et que j'arrive à utiliser la clé publique de cette personne, c'est que c'est bien lui qui l'a envoyé. D'accord? Donc là, on va pouvoir parler de conditions de validité. Donc si j'ai un fait qui consiste à dire j'envoie 5 € à l'un d'entre vous. Premièrement, j'ai intérêt à ce qu'il ne soit pas rejoué plusieurs fois, donc unicité du fait, que j'ai peut-être pas envie d'envoyer plus de 5 € à quelqu'un. Une fois, ça suffit. La deuxième chose, la clé publique et la clé privée. Donc quand je dis j'envoie 5 €, je crypte avec ma clé privée et vous pouvez être sûr que c'est moi qui le dis. Donc ça, c'est pour éviter que n'importe qui d'entre vous dise bah, Médéric, il donne plein d'argent à tout le monde. Donc là, on va se calmer. On va dire que c'est bien Médéric qui a dit ça et donc ce fait est valable, puisque c'est lui qui est concerné. Et troisième chose, les conditions de validité, bah, c'est évident, vous avez fait un virement sur votre compte en banque, d'un compte à un autre. La condition de validité, c'est que, évidemment, vous possédez l'argent que vous voulez virer. Sinon, ça n'a pas de sens. Là, on est dans une blockchain de type transaction monétaire, c'est le type de Bitcoin, notamment. Mais on pourrait imaginer n'importe quel type de condition de validité pour n'importe quel autre type de blockchain. Imaginez blockchain pour un peu n'importe quoi. Pourquoi je n'utilise pas le terme de données depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, dans une blockchain, on peut stocker des logiciels, carrément. Ça s'appelle des smart contracts. Le smart contract, c'est un logiciel qui est stocké en blockchain. Il expose un certain nombre de fonctions, donc elles sont publiques. Tout le monde peut lire le code source du smart contract, puisque la blockchain est complètement publique. Tout le monde peut la lire et tout le monde en possède une copie. Donc il expose des fonctions, et un fait ultérieur à la création de ce smart contract, ça peut être, j'appelle ce smart contract avec cette fonction et avec ces paramètres. Et ça va lancer le logiciel sur tous les ordinateurs qui possèdent une copie de la blockchain. Donc ça va créer de nouveaux faits, ça va modifier les états, et ainsi de suite. Le code est donc public et infalsifiable, comme toutes les données d'une blockchain. Tout le monde peut l'appeler, a priori, sauf si dans votre fonction, vous prévoyez de vérifier l'identifiant de l'utilisateur, de celui qui lance la fonction. Vous pourriez dire, bah, si l'utilisateur de cette fonction n'est pas cette personne, dans ce cas-là, je refuse de continuer et j'aborte. Et on ne peut pas revenir en arrière. Alors là, si j'ai des effets qui ne me plaisent pas sur l'utilisation d'un smart contract, ben c'est trop tard. C'est dans la blockchain, c'est immuable, donc immutable en anglais, mais on ne peut pas changer les choses et on ne pourra pas revenir en arrière. J'ai mis un petit astérisque parce qu'il y a des faits divers autour de la blockchain qui parlent de ça, mais je vous laisse me poser la question si vous avez envie. Alors, pour interroger un smart contract, vous devez faire une DApp, Distributed Application. La DApp va appeler les fonctions du contrat, va faire un petit peu ce que fait les skeletons et les stubs, comme si vous faites du RMI en Java ou du Corba en C++. On va avoir la signature des fonctions et ça va se connecter à un nœud de la blockchain et ça va appeler le smart contract. Le smart contract, lui, est dans la blockchain. La vraie vue, c'est plutôt celle-là, hein. La DApp, elle se connecte à la blockchain et le smart contract, lui, a été préalablement intégré dans la blockchain. Donc là, vous savez à peu près tout ce dont vous avez besoin, mais chaque élément nécessiterait une conférence à lui seul. On va passer à l'axe économique qui est beaucoup plus simple à comprendre parce que là, tout le monde a vécu ça et tout le monde va comprendre très vite l'intérêt de la blockchain. Ou alors, on n'est pas bien. Je vends ma voiture, c'est une épave. Elle a l'air de rien et je la vends 5 000 €.
j'ai une personne qui m'achète ma voiture, mettons Pierre-Emmanuel. Donc Pierre-Emmanuel m'achète ma voiture 5 000 euros, je signe l'acte de vente, donc je signe la carte grise, et Pierre-Emmanuel ensuite me donne les 5 000 euros quand je lui ai donné l'acte de vente. D'accord ? Là, il y a un moment où j'ai signé un acte de vente à une personne qui ne m'a rien donné. Je lui fais confiance. Mais la personne, je la connais ou je la connais pas, enfin en tout cas, je sens que je peux lui faire confiance. Ça, c'est de l'humain. D'accord. Si je lui fais pas confiance, dans ce cas-là, j'exige qu'il me donne les 5 000 euros avant que je lui donne l'acte de vente. Mais là, de toute façon, ça renverse la question, c'est-à-dire que là, c'est à l'acheteur d'avoir confiance dans le vendeur. C'est-à-dire que je lui donne 5 000 euros en liquide, rien ne me dit qu'il va signer l'acte de vente ensuite. Donc en fait, je suis obligé d'abandonner à un moment la confiance à l'autre. Donc ça, c'est quand c'est humain, sur un parking, quelque part, vous vendez votre voiture, déjà ça peut poser problème, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui est en face. Et imaginez si vous avez un service sur le web qui vous permet de vendre entre particuliers. Qu'est-ce qui me dit qu'au moment où je lui ai envoyé le colis de ce qu'il a acheté, moi je vais avoir le paiement. On va peut-être faire opposition sur le chèque, on peut imaginer n'importe quoi. On va régler ça avec une blockchain, on va faire un smart contract. Le smart contract, je vais signer l'acte de vente sur le smart contract. Donc ça c'est immuable, c'est public, tout le monde peut le voir. Et je vais dire, moi vendeur, je vends cette voiture-là pour 5 000 euros à cette personne-là. Et cette personne-là, elle pourra venir signer son côté du contrat pour dire, moi j'achète pour 5 000 euros cette voiture-là à cette personne-là. Le smart contract va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va échanger les informations, donc il va donner l'argent au vendeur et il va donner l'acte de vente à l'acheteur. Donc là, on a une base de données de vente de véhicules sur une blockchain. Si la préfecture fait ça, il y aura moins de monde au guichet. Mais là, c'est un peu facile parce qu'on résout un problème avec une nouvelle technologie et on garde un aspect isomorphe. C'est isomorphique comme amélioration parce qu'en fait, on fait exactement la même chose qu'avant, mais en à peine mieux. On pourrait faire beaucoup mieux. On va dire, moi je vais vendre ma voiture 5 000 euros, mais moi, l'acheteur qui connaît la blockchain, je vais vous dire, je vais l'acheter 4 000 euros, ta voiture, parce qu'elle m'inspire vraiment pas confiance. Je suis pas sûr que ce soit pas une épave. Par contre, si dans un mois elle marche encore, j'ajoute 2 000 euros. Si quelqu'un vous dit ça dans la rue, vous dites, mais attends, le mec il va se barrer n'importe où sur la planète, et je ne le reverrai jamais, et donc au bout d'un mois ça va continuer à fonctionner, il va juste m'avoir volé 1 000 euros. Mais là, étant donné que c'est un smart contract qui fait ça, il suffit de renseigner le smart contract sur le fait que la voiture fonctionne encore au bout d'un mois, et directement les 2 000 euros seront versés au vendeur. Donc là, on peut imaginer n'importe quel type de modèle économique, où avant vous auriez eu besoin d'un avocat, d'un contrat avec des experts et tout le tralala, et là, vous avez juste besoin d'un smart contract bien codé, et c'est terminé. Alors, ça pose un certain nombre de questions autour de tout ça, et donc forcément ça va impacter la société, donc l'axe sociétal. Si on écoute les prédicateurs télévisuels, la blockchain, en fait, elle est le tiers de confiance. Donc elle remplace tout tiers de confiance. Donc là, vous pouvez dire au revoir aux marketplaces, aux banques, aux assurances, notaires, huissiers, avocats, juges, hommes politiques. On pourrait continuer très très loin, et pour certains, on ne pleurerait pas forcément. Mais, dans la réalité, c'est pas forcément ça. Quand on entend parler de la blockchain depuis quelques années ou depuis quelques mois, on nous dit la blockchain c'est ce qui va uberiser Uber. Alors Uber, ils sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont dit les taxis c'est compliqué, moi ce que je vais faire c'est que je vais simplifier la chose. Et en fait, Uber c'est un tiers de confiance. Alors là, sur le slide c'est un taxi, mais c'est surtout pas taxi, hein, c'est VTC. D'accord. C'est un problème de banque d'image, hein, ceci ne nous engage pas. Donc, le client, lui, tout ce qu'il veut, c'est aller d'un point A à un point B en échange d'une somme d'argent qu'il connaît avant de partir. Et il veut être sûr d'aller jusqu'au point B et de ne pas payer plus. A l'inverse, le VTC, lui, il veut bien aller jusqu'au point B avec n'importe qui, mais tout ce qu'il veut, c'est être payé. Et Uber, en fait, est un tiers de confiance qui dit moi, j'ai une application vachement bien faite qui permet de tracer tout, et du coup, je garantis les paiements, et tout va bien se passer, c'est super. On va faire un smart contract Uber qui va dire, moi je vais tout tracer, hein, je fais simple, hein, je vais faire un smart contract de base. Et donc je vais dire, je suis client, je veux aller du point A au point B, le VTC
dit qu'il est d'accord contre cette somme d'argent. Le client signe le fait qu'il accepte ce prix. Le VTC indique qu'il prend en charge le client indique qu'il est arrivé au point B. Super. Donc le smart contract est bien dressé, il va donner l'argent au chauffeur, il aura pris l'argent auparavant quand le client aura accepté le prix, il aura versé les 30 €, le prix de la course, sur le smart contract, et le smart contract ensuite va redonner l'argent au chauffeur. Tout va bien. Et le souci, c'est que dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué. Mettons que le client soit de mauvaise foi, qu'il ne soit pas en point B ou qu'il ait passé un mauvais voyage. Il s'est fait insulter copieusement pendant tout le trajet, il n'a peut-être pas forcément envie de payer. Donc du coup, si c'est un informaticien qui a regardé le code du smart contract, il voit bien qu'il suffit de ne pas déclarer qu'il est au point B, et comme ça il ne paiera jamais, quoi. Donc qu'est-ce que le smart contract doit faire? Il faut un smart contract qui dise si au bout de 48 heures, j'ai pas de système, j'ai pas de plainte, je vais donner l'argent au chauffeur. Si j'ai une plainte, dans ce cas-là, quel est le type de plainte? Est-ce que c'est des faits que je peux vérifier? Et ainsi de suite. En tout cas, on a un souci. On pourrait très bien dire le GPS du chauffeur est une entité douée d'une clé privée, d'une clé publique, et ça pourrait être une entité qui va signer un fait dans mon smart contract et qui va dire oui, je suis au point B. Donc si je suis au point B, dans ce cas-là, on va déclencher le paiement pour le client. Et là, on se pose des questions d'ordre philosophique, sociologique, bref, plein de mots qui finissent par hic. Est-ce qu'un objet est digne de confiance? Est-ce qu'on a le droit, là je parle au niveau juridique, est-ce qu'on peut déléguer un pouvoir de décision à un objet? C'est-à-dire que là, c'est carrément le GPS qui décide de payer le chauffeur. Ça pose des questions éthiques, morales, tout ce que vous voulez. Mais quid, en plus de ça, de la sécurité de ce GPS? Il aurait pu être hacké. On aurait pu avoir un GPS bidouillé pour un chauffeur de VTC. On fait un marché noir de faux GPS qui donne toujours la valeur qu'on lui demande. Et il va signer la blockchain. On peut imaginer n'importe quoi. La question de la blockchain ne se pose pas. On sait que les données sont propres, elles sont correctes, elles sont vérifiées, elles sont immuables et immutables. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ressort derrière? Si vous mettez n'importe quoi dedans, la blockchain va dire je suis sûr que n'importe quoi est bon. Donc il faut faire attention à la question des smart contracts et la façon dont ils sont écrits. Il faut gérer absolument tout ça pour que le smart contract soit digne d'intérêt. En conclusion, on va voir la question juste avant. En conclusion, on sait que la blockchain va changer les choses parce que vous avez vu sur le principe de vente entre particuliers, vous avez vu que ça permet de faire des choses et ça ouvre l'esprit. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, et la quasi-totalité des faits divers autour des blockchains, des crypto-monnaies, a montré que quand il y a des soucis, ça n'a jamais remis en cause la structure même, le concept même de blockchain. La plupart des problèmes viennent de smart contracts qui ont été buggés. Donc un logiciel, il y a des bugs, c'est normal. Et c'est un peu comme l'informatique et le logiciel. L'informatique en elle-même a changé beaucoup de choses. Il y a des logiciels avec des bugs, oui, mais ça ne remet pas en cause la validité du principe de l'informatique. Donc on en est à peu près à la même chose avec la blockchain. On sait en gros que ça va permettre énormément de choses, mais on ne sait pas encore lesquelles, parce que ça ouvre l'esprit justement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est simplement quel projet pourrait accueillir une blockchain et comment ça pourrait changer votre métier, à chacun d'entre vous, surtout ceux qui sont au fond de la salle. Comment ça pourrait changer votre métier et qu'est-ce que ça pourrait permettre comme nouveau modèle économique et comme nouvelles idées. Alors, moi je suis Médéric Sage, je suis responsable technique d'une entreprise qui travaille sur une blockchain dans le monde du voyage. Et la réponse évidemment est que c'est un métier de professionnel. Il faut réellement bien penser son smart contract pour proposer quelque chose de valide. Donc ça ne se fait pas au hasard, ça ne se fait pas n'importe comment. Mais on a déjà quelques idées, on est en train de concevoir des outils autour d'une blockchain du voyage. Et ça va
améliorer un certain nombre de choses, notamment chez les hôtels et les restaurants. Merci de votre attention.